81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. 11h10 passé d'une minute, on est ravis d'être avec vous. Actuellement, le Premier ministre tient son discours justement pour ce 81e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Un congrès qui est placé bien évidemment sur, on va dire, une symbolique particulière qui est celle à la fois des enjeux présidentiels de l'élection qui se profile, mais surtout le fait que ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Et donc ça nous fait vraiment plaisir de nous retrouver, comme quoi finalement on a tous besoin un jour de renouer le contact. Donc c'est un gros succès en termes d'audience ici pour ce congrès. On est ravis d'être avec vous. 3e émission de la matinale. On va enchaîner, on est avec vous jusqu'à jeudi. N'hésitez pas, partagez et likez comme d'habitude. Alors on va parler du vieillissement. On va parler du vieillissement dans l'habitat, on va parler des résidences gérées, on va parler surtout plus largement, si vous le permettez, des nouveaux usages qui impactent durablement cette façon de concevoir la nouvelle urbanité. Ce que j'appelle la nouvelle urbanité, sans faire de jeu de mots, c'est aussi une façon un petit peu de se positionner sur des usages aujourd'hui qui sont mouvants, qui sont en permanence en évolution et qui parfois peuvent nous rendre schizophrènes, notamment avec la technologie qui va à une vitesse absolument incroyable. Et effectivement, il n'est pas dans la logique humaine d'avoir la même rapidité que la technologie. Donc forcément, ça peut créer des stress, ça peut créer des questions, et donc l'idée c'est d'apporter des réponses, ou en tout cas des questions qui méritent d'être posées sur l'urbain. L'urbain et l'habitat, c'est quand même le premier vecteur d'intégration et d'inclusion sociale dans une ville, où plus de 80% de la population européenne, par exemple, vit en ville, et donc du coup la nouvelle urbanité dépasse bien loin ce qu'on peut concevoir comme lorsqu'on parle d'une métropole, par exemple. C'est aussi une nouvelle façon de vivre tous ensemble, parce qu'il faudra bien partager notre planète. Et il n'a échappé à personne que les conflits, en tout cas, par exemple, les difficultés climatiques qu'on a perçues très sensiblement, nous amènent aussi à réfléchir sur la façon de travailler cette urbanité. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Charlotte Limousin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de Delphis. Alors, vous êtes une spécialiste, on va dire, de l'innovation, et pas que tech. Innovation sociale, j'aime beaucoup. Innovation sociale dans le logement social. Delphis, association de bailleurs sociaux, depuis plus de 30 ans, on travaille sur l'innovation, la R&D, avec aussi de la veille à l'échelle européenne, parce que c'est intéressant de voir aussi ce qui se passe chez nos voisins. Et on développe un certain nombre de labels, de référentiels autour des usages, des services, de la qualité de service. Donc on est utile de dire que la maîtrise des usages, c'est votre truc. On va être très clair là-dessus. On va en parler avec vous, avec des grands professionnels de l'immobilier, une patronne de l'immobilier qui est avec nous sur le plateau. J'avais déjà eu l'occasion de la rencontrer dans nos studios parisiens. Elle est la présidente de Polylogie. Karine Julien et Caïm est avec nous. Bonjour. Comment ça va, Karine ? Très bien, Sylvain et vous ? Je suis ravi de vous avoir sur le plateau. On va parler aussi de votre vision en tant que professionnel et patronne d'un groupe immobilier, mais orienté bien sûr sur le logement social. Et j'ai le plaisir d'accueillir également Mathieu Nédonchel. Vous êtes le directeur général de CISN, Coopérative Immobilière de Saint-Nazaire. Voilà, de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, les meilleurs spots de pêche qui existent. Voilà. Si on aime très attractif. Si on aime le bar, pêcher du bar, on va à Saint-Nazaire. Non, je vais souvent pour pêcher, parce que je suis un grand pêcheur devant l'éternel, comme dirait l'autre. Bon, je suis ravi de vous soyez là avec nous pour cette table ronde dédiée justement à la maîtrise d'usage. Je vais commencer par vous, Charlotte. Alors, quand on parle d'innovation, souvent mécaniquement, on dit innovation technologique, on a une espèce de débit d'algorithme, d'une plateforme qui va remplacer et qui va automatiser les fonctions, etc., etc. Bref, on célèbre la tech à tous les carrefours. Or, aujourd'hui, force nous est de constater que ce qui finalement donne le plus d'innovation, l'innovation étant quand même le moteur de la prospérité et du bien vivre ensemble, ce n'est pas que la technologie. Dites-nous et élargissez pour nos auditeurs le spectre de ce que veut dire l'innovation, et notamment l'innovation dans l'habitat. Alors, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, c'est vrai qu'on n'est pas tellement sur l'innovation technique dans le bâti, on est plus sur l'innovation dans les pratiques
l'innovation dans les partenariats, l'innovation, et alors je pense que c'est un grand sujet aujourd'hui pour les bailleurs sociaux, dans les modèles économiques, modèles juridiques, et notamment, puisque c'est un peu le thème du jour, sur les services que peuvent proposer les bailleurs sociaux aujourd'hui à leurs locataires, voire aux habitants de manière générale, pas seulement aux locataires, et des services qui peuvent être apportés soit directement par le bailleur, soit par des filiales, soit par des partenariats. Nous, c'est des sujets qu'on explore depuis un certain temps, notamment sur la question des personnes âgées et pas que. Et on voit qu'aujourd'hui, en tout cas à notre sens, c'est un vrai enjeu. On a beaucoup de questions, quelques réponses, en tout cas quelques expérimentations, quelques initiatives qui sont très intéressantes. Après, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais pour nous, le vrai sujet, c'est la pérennité de ces dispositifs-là et comment on peut inscrire dans le temps cette nouvelle économie servicielle des bailleurs sociaux. Alors, économie servicielle, bien évidemment, vous avez raison de le dire, compte tenu finalement d'une anthropologie à la fois changeante, d'une sociologie changeante, qui est celle du vieillissement des populations. On a gagné depuis 1901, juste pour vous donner une idée, 1901, la durée de vie moyenne d'un homme était de 48 ans, en 1901. Plus 30 ans en 100 ans. C'est incroyable. Aujourd'hui, on a gagné plus de 3 mois de vie quasiment par année cumulée. Mais comme vous le savez, depuis quelques années, on observe un tassement de l'allongement de durée de vie. Voire même dans certains pays européens, un recul de la durée de vie pour des raisons de santé publique. Et on remarque que le bâtiment, justement, est un des éléments composites de ce qui peut rendre favorable à la fois la santé, mais aussi, à l'inverse, effectivement, la dégrader. Karine Julien, groupe Polylogie, gros bailleur social, juste quelques chiffres pour qu'on comprenne bien le... Donc le groupe, c'est 145 000 logements gérés, 80 000 en propre, donc de logements sociaux. Logements famille et résidences, puisque le groupe est propriétaire d'un certain nombre de résidences assez différentes. Ça va effectivement la personne âgée, le handicapé, les résidences d'accueil, et aussi dernièrement des résidences intergénérationnelles. Effectivement, nous on travaille aussi beaucoup aujourd'hui en termes d'usage et on essaye de faire des tests sur des choses un peu différentes et notamment tout ce qui est coworking par exemple. Alors justement, on voit bien qu'il y a des changements majeurs. Est-ce que vous pensez, parce que moi je suis fasciné par le fait que les bailleurs sociaux, dont on pourrait croire qu'ils sont parfois un peu à la remorque par rapport au monde privé, je dis privé entre guillemets, eh bien pas du tout, au contraire. Souvent, j'ai remarqué sur certains sujets, les bailleurs sociaux ouvrent la voie. Qu'est-ce qui fait ? Alors, est-ce que l'ADN qui anime les bailleurs sociaux, qui font qu'ils ont cette capacité finalement à agir sur le contemporain, c'est parce que le modèle économique ou le fait que vous n'ayez pas d'actionnaire à rémunérer ou la configuration de votre forme d'exploitation vous permet de le faire ? Alors, il y a effectivement peut-être l'environnement qui fait qu'on peut avoir ce genre de réflexion, mais je pense que ce qui nous différencie aussi au niveau des bailleurs sociaux, c'est le lien qu'on peut avoir avec nos clients, c'est-à-dire les locataires. C'est vrai qu'à la différence d'autres structures, les bailleurs sociaux, en tout cas nous, ce qui nous concerne, on a beaucoup de gardiens, personnel d'entretien sur le terrain. Et en fait, c'est vraiment le premier lien qu'on a avec nos locataires. Et là, dans le cas présent, à la sortie du premier confinement, on avait fait une enquête auprès de nos locataires pour essayer de comprendre un peu leurs nouveaux besoins et les nouveaux besoins justement liés à l'habitat, mais aussi aux usages de l'habitat. Et ça, c'est extrêmement important parce que de pouvoir poser la question aux locataires, aux usagers, ça donne un éclairage qu'on n'a pas forcément, nous, en tant que professionnels, entre guillemets, de ce métier. Mais c'est un miroir en plus sociologique, parce que vous récoltez de la donnée sur la façon dont vivent les habitants, dont ils vieillissent éventuellement dans les et vous faites partie aussi de ces opérateurs qui avaient conservé effectivement le lien avec le gardien d'immeuble. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de gardien d'immeuble dans beaucoup de lieux. Vous avez combien de gardiens sur l'ensemble de... Le personnel d'entretien, ça représente à peu près 60% de nos effectifs. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et notamment... C'est énorme. On est très présent en QPV, notamment en Ile-de-France. On a plus de 50% de notre patrimoine QPV, donc quartier... qui est prioritaire de la ville. D'accord. Et effectivement, dans ces quartiers-là, pour nous, c'est extrêmement important de garder ce lien avec nos locataires. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnel de terrain. Et l'intérêt, c'est que justement, ça nous permet d'avoir un lien très fort avec nos locataires.
Alors, sur votre territoire, Mathieu, vous êtes confronté à ces nouveaux paradigmes. Hein. Comment vous les abordez, justement, dans vos territoires? Et je voudrais même ajouter, j'aimerais qu'on rappelle à nos auditeurs que, par nature, un actif immobilier est hétérogène. Hein. Il n'est pas modélisable et standardisable pour l'aller du nord au sud ou de l'est à l'ouest. On est d'accord là-dessus. Donc, il y a aussi une prise en compte de la réalité territoriale. Tout à fait. De l'approche sociologique à l'échelle du territoire, je veux dire. Vous voyez ? Comment vous l'abordez, vous ? Tout à fait. Donc nous, on est présents sur le littoral ligérien essentiellement, donc Saint-Nazaire, Pornic, la Baule, Cap-Atlantique. Et c'est vrai qu'il y a des besoins extrêmement spécifiques et on s'aperçoit, on est très proche des collectivités, qu'il y a des besoins sur les jeunes actifs. Ils souhaitent attirer. Les entreprises peuvent être bloquées dans leur recrutement parce que les jeunes actifs n'arrivent pas à trouver de solution. Ça peut être des apprentis, ça peut être des CDD, ça peut être des stagiaires. On s'aperçoit qu'ils ont une problématique de vieillissement, ils ont une problématique aussi d'attractivité pour les jeunes. Ils ont aussi certaines populations qui ont du mal, qui vont de logement en logement et pour lesquelles il faut des approches spécifiques. Bref, il y a un certain nombre de situations spécifiques qu'il faut aborder et il faut trouver des solutions un peu sur mesure puisque bien souvent les solutions qui existent sont pour des tailles assez importantes. On va trouver des résidences jeunes actifs qui vont trouver leur modèle économique à 50, 80 personnes. On va trouver pareil pour les personnes âgées, des modèles économiques avec une centaine de personnes, etc. C'est pas adapté à notre territoire. Donc l'innovation, effectivement, elle va pas être dans la technique, elle va être comment on fait pour répondre à ces besoins spécifiques-là, mais sans avoir des modèles un peu standardisés qui peuvent exister dans les villes plus importantes. C'est génial, moi j'adore. Oui, vraiment, c'est ça. Vraiment. Vous êtes d'accord, c'est du bon sens. C'est du bon sens, il faut trouver des modèles économiques. En fait, ça veut dire qu'il va falloir mettre en relation plusieurs communes, par exemple, pour trouver des formes de mutualisation. Vous avez un exemple pour illustrer oui, vraiment le propos ? Oui, bien sûr. Par exemple, la problématique des maisons relais. Donc une maison relais, une maison qui est faite pour des personnes qui sont en rupture dans leur parcours résidentiel, enfin qui ont des difficultés à vivre dans des logements familiaux, par exemple, donc qui ont besoin d'un accompagnement. Divorce, ça peut ? Non, ou des anciens SDF, ou d'autres personnes qui ont des difficultés à vivre dans un logement classique, donc pour lequel il faut un accompagnement. Donc il y a des solutions qui existent dans lesquelles vous avez des studios et vous avez des salles communes et vous avez un accompagnement d'associations qui permet d'assurer le lien. Parce que quelqu'un, par exemple, qui s'est retrouvé à la rue, SDF, quand il revient à l'habitat, il faut qu'il se reconnecte avec une réalité, en fait. Voilà, c'est il ça. faut qu'on l'accompagne là-dessus. C'est pas le tout de lui dire « je t'ai trouvé un appart, tu vas être tranquille et tu vas dormir au chaud ce soir ». Exactement. Il faut lui montrer comment on vit cet habitat. Exactement. C'est ça, vous voulez dire. Voilà, c'est qu'il faut à la fois un logement, mais aussi un processus d'accompagnement, une association, des lieux communs, des moments de réunion, etc. Et donc ça, il faut pouvoir trouver un modèle économique alors que vous allez avoir sur notre territoire besoin de 5 logements à tel endroit, on va dire Pornic, et puis besoin de 10 logements à Saint-Brévin-les-Pins, par exemple. Comment ça s'est passé ? On a réuni ces deux élus, les deux équipes municipales, on leur a proposé d'aller visiter une maison relais à Nantes, et dans la salle commune, la décision a été prise entre les deux communes de conjointement créer une maison, ce qui permettait à l'association qui est également présente de dire moi ça me permettra d'avoir ma taille critique et donc ça pourra fonctionner. Et donc on a mené les deux projets en parallèle, c'est pas les mêmes communautés de communes, c'est pas les mêmes villes bien entendu, on a pu trouver un modèle économique. On peut donner le Saint-Brévin-les-Pins et Pornic. Saint-Brévin-les-Pins. Et de la même façon, on a d'autres exemples, en fait on en a de nombreux sur les jeunes actifs, une problématique où on a mis ensemble la ville de Pornic et la ville de Sainte-Pazanne, qui sont deux autres villes, pour pouvoir répondre à cette problématique-là et surtout en les confiant au même gestionnaire, permettre au gestionnaire d'avoir le TP, d'avoir le personnel suffisant pour pouvoir faire d'autres bonnes qualités. Alors le TP, c'est l'équivalent temps plein. L'équivalent temps plein, pour pouvoir recruter en fait concrètement, pour pouvoir apporter les services habituels. En fait, il y a une triple vertu dans ce que vous dites. C'est 3 fois vertueux. À la fois, il y a l'approche de l'élu local sur son bassin à résoudre une situation compliquée. Concrète. Il y a le bénéfice au niveau du sujet, de la personne qui va bénéficier de cet accompagnement. Et 3, c'est bon pour la collectivité parce qu'effectivement, les personnes, justement, peuvent travailler et créer de l'emploi. Parce que dans ce que vous dites, il y a aussi un facteur créateur d'emploi. Tout à fait. On est en plein dans l'énergie et l'économie circulaire, quoi. Et des relations. Et il y a une autre vertu supplémentaire, si je peux me permettre, qui est aussi de favoriser ce parcours résidentiel, parce qu'en fait, on l'aperçoit par exemple sur les personnes âgées. Le fait d'offrir des situations, des possibilités pour des logements adaptés, ça permet souvent à des personnes de libérer des maisons dans lesquelles elles étaient depuis assez longtemps, qui étaient plus adaptées à leurs besoins, parce qu'elles étaient seules ou à deux dans une maison assez large. Et donc ça permet aussi de créer un appel d'air pour des familles qui peuvent prendre ces logements. La fameuse rotation du parc social dont on rêve tant avec Karine, ça participe à cette pour que les personnes effectivement libèrent, parce que effectivement, mais ça c'est un vrai sujet et c'est un sujet structurel
qui est vraiment pas simple du tout. Quand vous entendez et quand vous voyez ce genre d'initiative, c'est là que vous dites ça justifie votre existence, hein, quelque part, toutes ces innovations. Hein. Oui, et puis alors là, ça me fait penser effectivement aux besoins des seniors. Un rapport que je lisais récemment aussi, qui est sorti au mois de juillet, qui réinsistait là-dessus, sur les visions parfois déformées qu'on a des besoins des personnes âgées. Alors déjà, de la nature des besoins, quand on parle de maintenir à domicile, nous on préfère le terme de bien vieillir à domicile, et la notion d'autonomie qui passe pas que par le technique. Enfin, c'est évidemment indispensable d'avoir un logement adapté, mais il faut avoir des services, il faut avoir accès aux services et la prévention de l'isolement, et je crois que la crise sanitaire l'a clairement mis en exergue, hein, cette question-là. Donc ça, c'est la nature des besoins. Et aussi en termes quantitatifs, ce que je trouvais intéressant, c'était de rappeler, d'une part, on l'oublie un peu, mais que la majorité des seniors, donc des plus de 75 ans, vit en fait dans des territoires jeunes. Et leurs besoins peuvent être éclipsés par la priorité qui est mise sur d'autres besoins, notamment les jeunes actifs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de besoin pour les jeunes actifs, mais... Et à l'inverse, il disait dans ce rapport que dans les territoires qu'on peut avoir en tête, sur des territoires plus âgés, plus vieillissants, la part relative de personnes âgées est importante, mais en effectif, ça reste des effectifs limités. Et c'est là où ça pose la question et la problématique du modèle économique. Mais parce que comme les oui. effectifs restent limités, le coût par usager, entre guillemets, du service reste aujourd'hui un frein. Et donc, je vois qu'effectivement, des initiatives de mutualisation, alors soit entre communes, soit de la mutualisation donc on voit entre une maison de retraite, un EHPAD et des résidences de logements ou des logements même ordinaires, hein, apporter le service dans du logement diffus, dans le parc social par exemple, mais des services portés par des maisons de retraite, ça permet de mutualiser les coûts, ça permet d'optimiser et du coup d'avoir un retour sur investissement pour tout le monde, comme vous l'avez signalé, hein, pour les usagers ou les locataires. Oui. On crée une économie collectivités. circulaire, Voilà. on crée un besoin, on satisfait un besoin qui est un besoin effectivement prégnant, justement, vous parlez des personnes âgées. Est-ce que, Karine, l'habitat intergénérationnel peut répondre à cette question du modèle économique, j'entends? Parce qu'il faut être très clair, à la limite, même si ça ne dégage pas forcément de profit, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, qu'au moins ça s'amortisse, parce que sinon c'est pas pérenne. Alors effectivement, la résidence intergénérationnelle, ça peut permettre de répondre à un de ces besoins. Alors juste avant, nous on s'est posé une question de base, c'est qu'est-ce que c'est un senior ? Parce que quand on regarde les professionnels, seniors, c'est à partir de 45 ans. Moi j'ai 45 ans, je me sens pas plus senior que ça. Mais, j'aurais pensé 10 de moins, mais... et donc en fait, on s'est dit finalement, le côté de senior, c'était pas forcément une notion d'âge, mais c'était plutôt la manière dont était la personne âgée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en gros, pour nous, on a à peu près 3 typologies. Ceux qui sont complètement autonomes, c'est-à-dire qui vivent chez eux, en couple ou seuls, dans leur maison, qui n'ont pas besoin d'aide particulière, mais à qui on peut rendre des services quand même, mais qui sont dans leur appartement diffus. Ensuite, on a les fragiles, qui sont des personnes qui souvent vivent dans leur appartement et qui commencent à avoir besoin un peu de services particuliers, à avoir d'aide sur certains sujets. Médical ? Non. Pas forcément, mais ça peut être aussi administratif, ça peut être pour remplir des papiers, ça peut être une assistante sociale, ça peut être un ergothérapeute, ça peut être pas mal de choses, mais qui sont encore autonomes, mais qui sont en train de passer dans la phase du dépendant. Et ensuite, on a le dépendant. Et donc, effectivement, la personne dépendante, elle a besoin vraiment d'un accompagnement spécifique qui peut encore se faire chez elle. Mais effectivement, là, c'est encore d'autres types d'associations, des médecins, enfin des choses à mettre en place spécifiques. Et puis ensuite, on a la résidence. Et dans la résidence, en fait, pour les résidences, on peut avoir plusieurs types de personnes qui sont dans des résidences autonomie en particulier. Puisque nous, par exemple, on a une résidence à Avon. Et à Avon, on a 40 ans d'écart entre la plus jeune et la plus âgée. Donc on va de 62 à 102. Et en fait, la plus autonome, c'est la plus âgée. Donc c'est pour ça que c'est de là où on s'est dit finalement cette notion d'âge, c'est pas forcément comme ça qu'on peut faire des typologies entre guillemets, mais plus les besoins des personnes. Et donc effectivement l'intergénérationnel, alors pourquoi je reviens sur ces histoires d'indépendance, etc., c'est que la résidence intergénérationnelle, l'intérêt c'est que ça permet de pouvoir avoir un lieu de vie pour des gens qui sont finalement autonomes, mais qui ont besoin aussi quand même de liens sociaux. Parce que bien sûr. On parle du digital, tout le monde parle du digital, on peut apporter des tonnes de services par le digital, c'est sûr, mais
pour les seniors, le plus important, c'est pas le service qu'on va lui rendre par le digital, c'est le service qu'on va lui rendre par le lien humain. Bah oui. Et le fait de lui dire on va venir vous livrer vos cours chez eux, lui à la limite c'est bien parce que ça arrive, mais c'est pas ça qui l'intéresse. L'infirmière qui vient, c'est C'est le venir- seul moment de contact C'est social. ça, et c'est exactement ou ça. ou celui qui te fait les courses. Il y a une grande détresse là-dessus, c'est ce que vous disiez d'ailleurs Charlotte. La lutte contre l'isolement, c'est renouer aussi, c'est reconnecter à ce qui fait société. Alors ça paraît C'est comme l'intérêt ça, de l'intergénérationnel, c'est ce lien social en fait. ça paraît, on dit tiens, ils font un peu de philo, etc. Et moi je dis franchement, pourquoi pas ? Pourquoi pas réenchanter la façon dont on vit ensemble, en fait. Moi, j'utilise souvent cette formule que j'ai bien connue, moi, pour y avoir vécu, qui est un peu le kibbutz du 21e siècle. Vous savez, des salles communes, non, où on partageait le repas, mais aussi une indépendance, parce que chacun a besoin de son lieu d'intimité, d'indépendance, où on peut recevoir. Le co-living est aussi une belle alternative urbaine. Je songe à un projet qu'on a lancé il n'y a pas longtemps rue Lamarck dans le 18e avec Colonies. Vous savez, c'est une grosse start-up qui est spécialisée dans le co-living, indépendamment du fait que bon, ça coûte un peu cher, hein, il faut reprendre aussi un peu le principe, mais on est en plein dedans. Karine, vu le volume que vous gérez aujourd'hui, on est d'accord que vous avez vraiment pour le coup une restitution de données sociologiques très, très puissante. Et en plus, vous êtes majoritairement en Ile-de-France. Hein. Majoritairement en Ile-de-France. Sachant que l'Île-de-France, c'est quand même un cinquième de la population française. On va dire que pour faire du panel, c'est plutôt un bon miroir. On est d'accord là-dessus. Cet habitat intergénérationnel, ces formes de co-living, dans une certaine mesure, bon, je n'aime pas trop le terme en anglais, mais bon, voilà, co-living, ça va s'imposer dans une démocratie, dans une société qui se veut libre, qui se veut laïque, qui se veut partageante. On voit bien qu'il y a un lien avec la gouvernance de la métropole, de la ville, du quartier. On voit bien que les liens sont multiples. C'est intéressant de faire ces liens. Est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'opérateur, que de toute façon, vous avez forcément, c'est la marche de l'histoire, de développer ça, quoi. Alors, nous, on en développe de plus en plus. Là, on en a donc 2 qu'on vient de livrer, on en a qu'on est en train de monter. L'intergénérationnel, ça fonctionne avec 2 choses importantes. D'abord, il faut que ce soit des habitants qui ont envie de vivre ensemble et de partager quelque chose. L'idée, c'est pas de vivre ensemble 24 heures sur 24. Mais il décide, non, il décide. Si, en fait, le concept de l'intergénérationnel, c'est quoi ? On a une résidence où on a donc des appartements classiques et on a des lieux de vie. C'est-à-dire qu'il y a une salle pour déjeuner, on peut avoir une salle aménagée pour recevoir des coiffeurs, par exemple, des salles de sport, des choses comme ça. Et ensuite, on a un régisseur qui anime cette résidence et qui met en fait en relation... C'est un gardien plus, quoi. C'est un gardien plus qui anime la résidence, c'est-à-dire qu'en fait, il est en contact avec, par exemple, le CCAS ou les associations locales ou le coiffeur du coin. Et en fait, il fait venir les différentes associations pour faire des activités. Et ensuite, il met en relation les gens pour pouvoir justement faire cette relation sociale. Et l'intérêt de l'intergénérationnel... Il peut faire venir un médecin aussi. Après, ça tout dépend un peu ce qu'on anime, ce qu'on met en place dans l'intergénérationnel. D'accord. Mais surtout, on a plusieurs publics. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont des personnes retraitées, etc. Mais on a aussi des jeunes, des femmes avec des enfants. Et l'intérêt, c'est justement pouvoir créer ce lien et pouvoir créer cette cohésion en fait au sein de la résidence. Donc c'est pour ça que pour qu'une résidence intergénérationnelle joue vraiment son rôle de résidence intergénérationnelle et pas juste des appartements classiques, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de partager des choses, parce qu'autrement ça sert à rien, et puis aussi quelqu'un qui anime la résidence. Parce que ça marche aussi justement par ce côté animation pour que les gens rentrent en signent contact. une charte, un engagement, comme quoi ils Chacun est libre de faire ce qu'il veut, D'accord. veut participer s'il D'accord. veut ou pas. D'accord. Mais en fait, Ok. quand ils rentrent dans ce type de résidence, ils savent que c'est une résidence intergénérationnelle. Quand on avec dit des services. intergénérationnel, il y a des jeunes et des moins jeunes. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que dans les expériences que vous avez menées, on voit qu'il y a une aide? Est-ce qu'il y a une participation? Est-ce que ça crée de l'émulation? Est-ce que, par exemple, la qualité de l'entretien de la résidence est meilleure? Est-ce qu'il y a une meilleure animation? Est-ce qu'il y a une meilleure entente? Est-ce qu'on a des indicateurs là-dessus? Alors au niveau de la qualité de la résidence, la propreté, etc., c'est vrai que comme on a quand même des gardiens, des personnels sur place, généralement, on ne peut pas dire qu'on a une vraie différence par rapport au reste. Mais c'est vrai que sur la qualité des relations entre les gens, Ils se soutiennent. là forcément, il y a des relations qu'il n'y a pas forcément
par ailleurs. Après, ça dépend des résidences. Vous allez dans certaines résidences, les gens sont là depuis très longtemps, ils se connaissent, ils ont été habitués à faire leur petit jardin dehors. Enfin, je veux dire, il y a un peu, vous avez tout dans Ça doit être sympa, les ça doit être résidences. sympa comme ambiance. Et puis vous en avez où les gens, ils sont tellement dans leur monde et que ça rentre, ça sort et que personne ne se connaît vraiment. Mais par exemple, la salle commune, ce que j'appelle la salle commune. Il y a des associations qui viennent pour faire des jeux en commun, des choses comme ça, des animations. Ça marche, ça? Oui, ça marche. Mais il faut qu'effectivement ça fonctionne. Si déjà on a un régisseur qui trouve des choses qui intéressent les gens, et puis s'il y a des locataires qui sont là et qui ont envie de participer à ce genre de choses. C'est vachement intéressant parce que, je sais pas moi, je me retrouve seul, âgé. Je suis pas tout à fait loin, mais quand même. Ça me plairait de me dire que je suis pas totalement seul. Que je ne vais pas mourir chez moi. Enfin, je caricature un peu parce que moi, ça m'est arrivé une fois sur une personne que je suivais, que je ne connaissais pas, une personne âgée. Et du jour au lendemain, je ne l'ai plus vue. Et je me suis beaucoup inquiété. Et j'ai eu raison de m'inquiéter parce qu'elle est morte chez elle, en fait. Et donc, je suis rentré chez elle 2 jours après. Je l'ai trouvée morte, quand même. Je peux vous dire que... je pense que vous entendez régulièrement, nous pour former pas mal de personnel de proximité, à chaque session de formation, je peux vous dire, et j'en anime moi aussi, des histoires. À chaque session de formation, j'en ai au moins un qui me raconte une histoire comme ça. Et c'est pour ça que nous, on en sensibilise beaucoup sur la question du vieillissement, pas que sur le vieillissement, mais en tout cas sur le vieillissement, sur la question de la détection des situations à risque. Mais c'est une évolution des métiers. Pour le personnel de proximité des bailleurs, c'est pas dans leur métier premier. Exactement. Et c'est vraiment des changements de culture des changements de pratique pour être en vigilance accrue et pouvoir détecter sans poser de diagnostic. Parce que ça aussi, c'est le travers après. C'est vraiment rester dans son rôle de vigie, de vigilance, de veille bienveillante. C'est là que les bailleurs sociaux, finalement, ont un rôle majeur. Et ils ont un rôle. Il faut bec et ongle sauver ce modèle social que nous avons dans notre pays. Vraiment. Moi, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Je peux vous dire que, je vous le dis, je le dis à nos auditeurs, on vit au paradis, je vous le dis, au niveau de l'habitat. On ne s'en rend pas compte à quel point. Et je prends ne serait-ce que l'énergie. La France est un excellent candidat au niveau de l'énergie. On a fait un super boulot, quoi. Vous êtes d'accord là-dessus ? Oui, mais alors moi je voudrais revenir sur l'humain, parce que ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on parle de l'humain, on parle des personnels des bailleurs. Moi, ce qui me met toujours mal à l'aise, c'est quand on parle du logement social en chiffres. On parle toujours production, on parle millions d'euros, on parle investissement. Mais ils ont besoin de subventions, c'est pour ça. Et quand on parle de l'impact économique d'un bailleur sur un territoire, c'est ce qu'on a envie de valoriser en premier. Or, ce qu'on néglige, je trouve, c'est le facteur humain, c'est la présence humaine. Et c'est pas seulement le nombre, c'est présence dans tous les sens du terme. C'est plus difficile à quantifier, à valoriser, mais pour moi, c'est vraiment un élément essentiel. Écoutez, vous vous êtes fait un allié de grande qualité. Je vais me jeter des fleurs. Mais on soutiendra cette action. Ce que vous dites est non seulement vrai, mais il dépendra de ce que vous dites, finalement, l'équilibre de notre société qui, croyez-moi, rien n'est jamais acquis. Une démocratie, c'est jamais acquis. Ça se travaille au quotidien. C'est vrai que notre enjeu majeur, c'est à la fois de rester dans notre métier de bailleur, on a un métier de bailleur social, et en même temps de pouvoir être à l'écoute de toutes ces problématiques-là et de créer les passerelles avec les associations, avec les personnes qui peuvent prendre les relais pour apporter des services. Et puis voilà, donc on est vraiment à cette charnière. Vous avez conscience de l'impact social que vous avez ? Et effectivement, c'est un rôle important puisque c'est un rôle d'écoute, de proximité. Vous le rappeliez tout à l'heure, on a une proximité très forte avec nos clients. On est dans un rôle de bailleur, mais on doit faire ces passerelles. Et ça ne se décrète pas, ça se travaille. C'est-à-dire qu'il faut des personnes qui sont des travailleurs sociaux, qui ont les bons réseaux. Il faut aller voir les associations, créer des partenariats. Et c'est comme ça que le moment venu, on sera en capacité de faire les bonnes orientations. Comment on peut vous aider, vous, Mathieu ? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'expérience que vous menez sur Saint-Nazaire voit le jour ? Est-ce que, alors je vais poser une question néophyte, est-ce que cet exemple-là que vous avez avec le CSN, il y a d'autres initiatives identiques dans les régions de France ? Bien sûr, il y a des initiatives partout. Les bailleurs sociaux, c'est vraiment, ce sont des organismes qui sont extrêmement innovants. On n'a pas forcément cette image-là, mais en réalité, ça foisonne d'initiatives, justement grâce à cette proximité avec les... Pourquoi on n'a pas cette image ? Je ne sais pas, parce que parfois... on a fait un sondage, vous savez, auprès de notre public particulier, parce qu'on a 32% de particuliers qui nous écoutent, encore un chiffre. On leur pose la question, bailleur social égale HLM, HLM égale discrimination géographique, mais incroyable, et c'est le dernier lieu de ma vie où je voudrais aller vivre. C'est-à-dire que le regard, il est étonnant. Et je suis allé dans les copropriétés, enfin dans des immeubles de bailleurs sociaux, franchement, quand on voit la qualité du bâti, bien sûr.
C'est une très grande qualité. Ah mais je vais vous dire, moi je vois pas la différence. On voit pas la différence. Moi je l'ai pas vu sur en les années fait, de je pense production. que dans les domaines de la ville, les images qu'on peut avoir les uns les autres, en fait, elles sont très très lentes à changer. On le voit pour les quartiers. Quand vous avez un quartier qui est stigmatisé, même si vous avez des travaux très importants, des réaménagements, etc., le quartier vu de l'extérieur devient très sympa. Mais ceux qui sont historiquement dans la ville vont toujours le stigmatiser. Et on est sur une image assez ancienne du logement social, qui est le logement des années 70, et qui sont plutôt des bars HLM, qui sont devenus des ghettos, en fait. Voilà. Alors qu'en fait, la réalité du logement social... Et qui sont d'ailleurs, pour beaucoup... Et en voie de rénovation, etc. Voilà. Et puis certains étaient criminogènes par nature. Alors que la réalité du logement social, c'est un logement extrêmement divers, extrêmement réparti sur le territoire et de très grande qualité. C'est vrai qu'un leitmotiv au CISN, mais aussi chez d'autres bailleurs sociaux, c'est de dire, nous, on est fiers d'avoir des logements sociaux qui ne se voient pas. Et je vous mets au défi de parcourir les villes dans lesquelles on est et de savoir quels sont les logements sociaux et quels sont les logements non sociaux. C'est intéressant ce que vous dites. Et ça, je pense que pour la recherche, c'est important. Faire de la recherche, c'est aussi connaître son histoire. Connaître l'histoire, etc. Moi, j'approche la soixantaine et je peux vous dire une chose. C'est que quand mes parents sont arrivés, comme beaucoup d'immigrés, le simple fait qu'on mette des portes, par exemple, ou qu'il y ait un vide ordure sur le truc, ma mère, je me rappelle à l'époque, elle voyait ça comme elle était Disneyland. Faut aussi, pour rendre justice... Resituer. Oui, parce qu'on tape... Alors moi le premier d'ailleurs, on tape souvent sur cet urbanisme triomphant des années 60, 70, etc. Franchement, j'y suis allé. Moi, je suis né en Minguette. Moi, je suis né dans des pires cités de France dans les années 60. Ce que je peux vous dire, c'est que à l'époque, il faut replacer les choses. Il fallait loger 3 millions de personnes qui venaient d'Algérie, de Tunisie, du Maroc. Il y avait une crise du logement, mais sans précédent. Avec des inflations qui étaient quand même absolument délirantes. On ne se rend pas compte à quel point le logement social, les villes nouvelles, le découpage tant décrié par Roland Castro ou pour d'autres, etc., pour replacer le logement côté, c'était un vrai progrès social, il faut le dire. Vous avez parlé tout à l'heure de l'impact de l'habitat sur la santé. Ouais. Je pense que ça n'a jamais été aussi vrai qu'à cette époque-là. Je pense que ça a sorti les gens de l'insalubrité. Aujourd'hui, les premières salles de bain dans les HLM. De Noisy-le-Grand, de Porte de Bagnolet, il y avait des bidonvilles, on a du mal à le croire dans les années 60. La difficulté a été plutôt venue en fait, de la façon dont ces ensembles ont vieilli et ont petit à petit par différents processus concentré en fait des situations précaires. Bien sûr. Karine, pourquoi les bailleurs sociaux? Parce que c'est une question qu'il faut poser. Moi, j'aimerais bien qu'on me donne une réponse. Pourquoi elles n'ont pas pris en compte à une époque, faut le dire, la transformation de ces ensembles bâtis où on a bien vu qu'à un moment donné, ils n'étaient plus adaptés à la vie des gens, quoi. Et c'est devenu des sites, des lieux durs. Alors, quand on regarde le territoire, on a quand même des choses bien différentes. Effectivement, quand on est dans des zones plus détendues, on a un logement social qui est complètement intégré dans la ville, ça se voit. Ce qu'on appelle détendu, Karine, c'est quoi? C'est une ville moyenne, Oui, où là, c'est pas forcément la taille, mais je pense que c'est aussi la relation avec l'économie. C'est-à-dire que là où il y a beaucoup de demandes, forcément, il y a de l'activité, il y a de l'industrie. Vous avez des étudiants, beaucoup d'étudiants. Forcément, c'est des endroits où vous avez une demande qui est beaucoup plus importante. Donc c'est vrai que quand on est dans les zones très tendues, très denses, moi je peux parler de l'Île-de-France parce que c'est ce qu'on connaît bien et notamment la Paris première couronne. Logirep à l'époque avait été un des premiers justement, il était dans le cadre de la résorption justement de toutes ces cités, notamment à Saint-Denis et Nanterre par exemple. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous on est très présents sur certaines zones très denses de l'Île-de-France et de Saint-Denis, prenons le cas de Saint-Denis. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans le cadre justement de l'ANRU à l'époque. Maintenant on est dans la deuxième phase de l'ANRU. Mais c'est vrai que quand on regarde ce qui a été fait dans ce cadre-là, il y a eu beaucoup à l'époque de démolition, de reconstruction qui ont quand même beaucoup changé certains quartiers. Bien sûr. Et dans le cadre de l'ANRU, c'est toujours le cas, puisqu'il y a encore beaucoup de choses. La seule chose, c'est que c'est très long. Parce que déjà, quand on prend une barre, ce qu'on appelle donc une barre où on a 300 logements, il faut 3 ou 4 ans pour faire en sorte de trouver une nouvelle offre aux locataires. Donc c'est après démolir. Ensuite, c'est reconstruire pour pouvoir reloger. C'est des opérations qui sont extrêmement longues, ce qui veut dire de grandes opérations comme ça, rénovation urbaine, ça s'étend entre 8 et 10 ans. Or, 8 à 10 ans, aujourd'hui, où tout le monde est sur son téléphone et a besoin d'une réponse à l'instant,
c'est vrai qu'en fait, finalement, l'immobilier et le logement social encore plus est vraiment déconnecté en termes de timing par rapport au temps qu'on vit tous les jours. Et oui, c'est pas la même temporalité, Voilà. bien sûr. Et donc c'est pour ça que finalement, même si on fait beaucoup évoluer les choses, aussi bien au niveau du bâti, ce que je parlais de démolition, reconstruction, réhabilitation, rénovation, ramener des publics différents, etc. Donc on travaille beaucoup sur le bâti, on travaille beaucoup dans les services, parce que cette notion de lien social, pour moi, je pense que c'est vraiment extrêmement important, et c'est ça qui va permettre aussi de changer justement l'image que peuvent avoir certains quartiers. Et ça, c'est des choses que les bailleurs sociaux font depuis très longtemps et continuent à faire, mais hors cadre rénovation urbaine. C'est-à-dire que nous, on a là par exemple, on a présenté il y a 2 jours, sur une grosse opération, on a près de 500 logements, tout un travail qu'on a fait avec le maire, où on va démolir des tours et on va réhabiliter des tours, reconstruire. On reconstruit 2 fois plus à l'heure où beaucoup de maires ne veulent pas le construire. On va reconstruire 2 fois plus que ce qu'on démolit. Et à côté de ça, on va reconstruire différemment et on va changer toute l'image du quartier grâce à ça, en collaboration avec les habitants et le maire. Et tout ça, en fait, c'est des communications qu'on doit faire plus souvent pour que justement la population, d'une manière générale, voit l'apport que peuvent avoir les bailleurs sociaux par rapport justement à la ville dans laquelle ils vivent. Et je pense que la notion de communication, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'est pas reconnu à notre juste valeur, je pense, parce que les bailleurs sociaux font beaucoup pour la ville et le changement de la ville. C'est un paradoxe, hein. C'est un paradoxe. Dernière partie, on va y revenir, mais dernière partie de cette table ronde. Charlotte, quand vous écoutez Karine, c'est clair qu'il y a une temporalité auquel on ne peut pas se soustraire. Hein. Le temps long, de la déconstruction, de la reconstruction, et sur des empreintes foncières aujourd'hui qu'on doit absolument maîtriser. Nouveau mode d'habitat avec le lancement du BRS par exemple à Paris qui est en train de se développer. Pour la première fois, un concept intellectuel que je considère comme intellectuel qui est la séparation du bâti et du foncier. Donc est-ce que le droit français de la propriété ne basculerait-il pas vers l'amphithéose à la mode anglo-saxonne? Il y a 5 millions de Français en France qui sont mal logés. Pourquoi ça reste encore et ça demeure un fléau social? Est-ce qu'il y a, politiquement, une incapacité des politiques à se saisir de cet élément central dans la politique du logement et de l'habitat dans le pays? Qu'est-ce qui fait que... Alors moi, si j'avais la réponse à cette question, je pense qu'aujourd'hui, vous pourrais me présenter peut-être dans quelques mois. Pourquoi pas? Non, malheureusement. Pourquoi les politiques? Vous rencontrez des politiques dans votre activité? Alors, nous, on a une activité qui est très centrée sur les pratiques professionnelles. Oui, et justement, on essaye de se garder des questions politiques. On les regarde. Est-ce qu'il ne faudra pas un jour se saisir de la question politique? Certainement, mais je pense que ce n'est pas à Delphis de le faire. Je pense qu'il y a d'autres instances qui existent pour se saisir des questions politiques. Après, je ne peux que confirmer qu'il y a un enjeu là-dessus. Maintenant, sur les personnes mal logées, on associe beaucoup personnes mal logées et bailleurs sociaux. Alors les bailleurs sociaux ont peut-être un rôle à jouer, certainement, mais pas que. Pourquoi vous dites on associe avec les bailleurs sociaux? Parce qu'il y a beaucoup, il y a 2 vous millions. Me posez la question. Il y a 2 millions de Français inscrits sur des listes pour les logements sociaux, c'est ça à peu près? Oui, c'est ce qu'ils disent. C'est énorme. Mais c'est pas forcément que des personnes mal logées. Enfin, voilà, on parlait de stéréotypes et d'images. Non, mais quand on dit mal logées, c'est-à-dire que c'est des personnes qui aujourd'hui se font égorger vifs par le monde privé. Avec des loyers qui ne sont pas tolérables, quoi. Quand on va vers le logement social, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de se loger. Enfin, je sais pas. C'est différentes situations. C'est différentes situations et qui sont assez représentatives des évolutions de la société. Actuellement, on observe au CISN, mais c'est aussi plus largement le cas, on a 50% de nos attributions qui sont pour des familles monoparentales. Donc c'est l'occasion d'un divorce, d'une rupture familiale, qui fait qu'en fait vous avez votre maison et donc vous êtes obligé de le vendre. Et puis chacun n'a pas les moyens de pouvoir, et avec des besoins supplémentaires, parce que chacun doit multiplier par 2 le nombre de chambres pour les enfants qui passent d'une semaine à l'autre chez le père et chez la mère. Donc ça, c'est 50%. Et c'est vrai que ces problématiques-là, de pouvoir répondre à ces besoins-là, elle va passer à la fois par la production de nouveaux logements. C'est pour ça que le logement social, les bailleurs sociaux mettent beaucoup de chiffres en avant et qu'on parle beaucoup de ça, avec la difficulté du foncier, avec la difficulté de la densité. Un autre vecteur important, c'est la rotation. C'est de faire
bouger en fait les personnes ça et marche de pas, la libérer. rotation. Alors c'est pas évident parce que Ah non. réglementairement il y a un droit de maintien dans les lieux, donc la personne si elle veut rester dans les lieux, elle restera autant qu'elle voudra. Par contre, nous en tant que bailleurs, on peut identifier des situations et essayer de les accompagner pour trouver d'autres solutions. On parlait des personnes âgées. Vous êtes dans un grand T4, vous êtes dans un grand T5, ça devient un peu grand à entretenir, peut-être que c'est assez cher. Et bien si on vous propose une solution, c'est peut-être pas bien adapté aussi à votre perte d'autonomie. Si on vous propose un logement dans lequel vous allez avoir des voisins, vous allez peut-être avoir de l'intergénérationnel, vous serez à proximité des services et puis vous paierez moins cher. Et donc vous ben, partirez peut-être que là, plus facilement. on arrivera Enfin, voilà. facilement à déclencher ça. Donc en fait, l'idée c'est aussi de pouvoir faciliter cette rotation. Et ça marche. Ça marche. Alors, Par contre, c'est un travail vraiment de fine Ouais, couture. concrètement. C'est d'aller voir personne par personne, situation par situation, et essayer de voir comment on peut les convaincre. J'en profite parce C'est un que boulot c'est considérable, aussi une considérable. idée reçue, enfin oui. une idée reçue, pas totalement, mais on dit les personnes âgées, les seniors ont des difficultés pour déménager, envisager le déménagement. Alors c'est vrai à partir d'un certain âge, mais justement, on voit aussi qu'il y a beaucoup de seniors qui sont en demande aujourd'hui, y compris des seniors propriétaires qui n'ont jamais vécu dans le parc social et qui sur certains territoires font leur première demande de logement social à 60 ans passés, ou souvent au moment de la retraite ou changement de vie. Ah oui, bah oui. C'est la chute de revenus. Chute de revenus, Logement changement inadapté. de situation de familiale aussi, veuvage, séparation. Le moment de la retraite, chute de revenus, et puis on se dit c'est un peu le moment où je vais choisir quelque part mon dernier lieu de vie aussi, et donc ils réfléchissent, et je pense qu'il y a une prise de conscience dans la société aujourd'hui sur ces questions d'anticiper les problématiques qui peuvent arriver dans son logement et de se dire pour essayer de pouvoir vivre à domicile et vivre chez moi le plus longtemps possible, je vais déménager dans un logement plus adapté, plus proche des services médicaux, des soins. C'est une vraie question, l'accès aux soins. Alors, Et voilà, et je pense qu'il y a une vraie demande. Alors, je ne vais pas vous brancher sur la question politique, Karine, hein, c'est pas la question piège, tu sais, la question piège. Bon, quand même, ça serait bien que la question du logement soit au cœur du projet politique pour une présidentielle, non, vous ne trouvez pas ? C'est vrai que le logement, c'est quand même une des priorités des Français d'une manière générale. Alors après, il y a d'autres sujets comme la sécurité, le travail, mais c'est vrai que le logement, ça fait quand même partie des choses qui sont au cœur des préoccupations de chacun. Alors c'est vrai que pour revenir sur ce qui était dit tout à l'heure, c'est vrai que le côté typologie maintenant et justement famille monoparentale, ça joue sûrement sur les impacts du nombre de demandeurs. On a aussi le taux de rotation qui est, en tout cas, nous on constate qu'en Ile-de-France, depuis l'année dernière, on a quand même une chute de quasiment 2 points, ce qui est l'air de rien, mais c'est extrêmement important. Et effectivement, tout ça, ça joue aussi beaucoup sur le nombre de demandeurs. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a beaucoup de demandeurs de logements sociaux, c'est vrai. Mais une différence par rapport à d'autres pays européens en particulier, c'est qu'on a 70% des Français qui sont éligibles au logement social. Donc effectivement, avec un taux de logement d'éligibilité aussi important. Heureusement qu'il y a le parc privé, alors à la limite. Et donc ce qui veut dire qu'effectivement, on a quand même 70% des personnes qui peuvent demander un logement social. Et donc si elles le font, ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on a autant de demandeurs. Maintenant, le fait qu'on ait des gens qui n'arrivent pas à se loger parce qu'il y a une inadéquation entre le montant de leurs revenus et le montant des loyers privés, ça c'est une évidence, en Ile-de-France en particulier. Quand vous êtes à Paris ou en première couronne, deuxième couronne, vous êtes une femme avec 2 enfants et que souvent, quand c'est comme ça, c'est souvent des gens qui ont des temps partiels, etc. C'est extrêmement compliqué de trouver une offre mettre 2 heures pour aller dans au le privé. boulot, Voilà. C'est l'enfer. Quoi. Pour moi, c'est cette typologie de famille qu'il faut aider. Les femmes seules avec les enfants, etc., qui travaillent, parce que justement, comme elles travaillent, elles n'ont pas forcément toutes les aides qu'on peut avoir par ailleurs. Et donc, c'est vraiment des personnes qu'il faut aider pour pouvoir justement se loger et qu'elles puissent continuer à travailler pour assurer c'est souvent les des enfants. populations qui sont parfois en dessous des radars sociaux. Moi, j'avais été sidéré de personnes qui étaient indiqués sur aucune liste et qui étaient tellement en précarité qu'en fait ils devenaient invisibles dans la société. C'est incroyable. Et le projet social d'une société, je reviens toujours sur le logement, on voit bien qu'il y a un lien, une adéquation entre les éléments. Ce qu'a mis en relief le confinement, c'est que justement les personnes de plus en plus ont pris connaissance avec leur logement. Et ils se sont rendus compte de l'état de précarité. On parlait tout à l'heure de femmes, des violences faites aux femmes, qui est
mais il y a eu une explosion des violences sur une année, c'est phénoménal. Sans compter l'impact que ça peut avoir sur les enfants et la maltraitance à l'égard des enfants. Je pense que le premier confinement également et le télétravail contraint à la maison avec les enfants a été un révélateur aussi ou un exacerbateur des inégalités. En tout cas, alors moi je suis parisienne et en région parisienne, je pense que ça a été flagrant. Des parents qui se retrouvaient dans des petits espaces, des petites typologies avec leurs enfants toute la journée. Par rapport à d'autres qui avaient peut-être plus de chance, plus d'espace, voire un espace extérieur. On a beaucoup parlé aussi, c'est revenu sur le devant, la question de l'espace extérieur, ou ne serait-ce que d'avoir une vue sur de l'air, de l'espace et du verre. Voilà. Ouais. De donner une perspective aux gens. Voilà, on en parlerait pendant des heures. Moi, j'étais ravi d'évoquer ces sujets. On n'apporte pas réellement de réponses, mais c'est intéressant. Tant qu'on pourra poser des questions, ce sera déjà pas mal. Et pouvoir échanger, je pense que la réponse, elle est clairement dans les questions que nous posons. Merci beaucoup à vous. Alors, en tout cas, vous êtes chez les bienvenus sur Radio Imo et sur Territoria. Je me permettrai de faire appel à vous parce que voilà, je pense que c'est une super initiative d'en parler et justement d'évoquer ce sujet. Charlotte Musin, je rappelle que vous êtes directrice adjointe de Delphis. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de passer par le plateau de Radio Imo Territoria. Merci à vous, Karine Julien-Alcaïm, vous êtes la présidente du groupe Polylogie. Vous le savez, vous êtes la bienvenue chez nous et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, bien évidemment. C'est important que des patrons de l'immobilier, justement, en tant que tels, prennent en compte ce genre de questions, qu'ils soient bailleurs sociaux ou structures privées, peu importe, on parle de logement. Le logement, indépendamment de toutes les choses. Merci à vous, Mathieu Nédonchel, vous êtes le directeur général du CISN, Coopérative Immobilière pour Saint-Nazaire. Voilà, une très belle initiative. Voilà, n'hésitez pas à nous donner de l'info. Moi, j'irais bien voir une de vos résidences, vous voyez, pour venir vous voir. Je viens souvent dans le coin pour pêcher. Je vous invite au Val de Lève, on a une résidence dans laquelle on a partagé avec des étudiants, on a des personnes âgées, on a des étudiants de l'école d'infirmière d'à côté, on a l'EHPAD à côté, donc on a tout un système qui pourrait illustrer certains de nos propos aujourd'hui. Eh bien, l'intergénérationnel. On a prévu avec un constructeur de logements sociaux de venir à Nantes avec voir la maire de Nantes, Johanna Roland. Et le patron de l'urbanisme, je crois qu'il s'appelle Tanguy Quérault, me semble-t-il. Thomas Quérault. Thomas Quérault, par exemple. Thomas Quérault. Et très bien, voilà. On l'avait reçu sur l'île de Nantes pour justement, et donc on fera un crochet, j'enverrai quelqu'un faire un reportage chez vous parce que je pense que ce sont de belles initiatives. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. On enchaîne toujours sur ce 81e congrès. Il est bientôt midi, la pause, bien évidemment, le cours de nos programmes, le journal à 12h01 exactement, et on se retrouve tout de suite après. Salut à tous. Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.